Les partenaires sociaux entrent dans le vif du sujet avec le début des travaux de la conférence de financement des systèmes de retraite. Ce mardi, patronat et syndicats qui ont pour mission de trouver une alternative, pourrait-on dire, à cet âge pivot. Il faut, dit le gouvernement, économiser 12 milliards d'euros à l'horizon 2027. On en parle tout de suite avec François Asselin. Bonjour. Bonjour. Président de la CPME. Alors, je le disais, donc, cette conférence dont les travaux commencent véritablement ce mardi, qui va durer jusqu'à la fin du mois d'avril, commence à un moment où le climat est assez particulier quand même à l'Assemblée nationale, hein, avec ces tonnes d'amendements en grande partie déposés par la France insoumise, et aussi un changement à la tête du ministère de la Santé, Agnès Buzyn, qui était en charge aussi du dossier des retraites, qui est remplacée par Olivier Véran. Comment est-ce que vous jugez ce contexte? Est-ce que c'est propice à la négociation, puisque cette conférence de financement, ça va être de la négociation quand même? Alors nous, écoutez, on essaye en tout cas en ce qui nous concerne à rester vraiment dans le champ pragmatique de cette réforme et surtout ne pas basculer dans le champ politique. Vous avez souligné qu'il y avait un changement de ministre au niveau de la santé et des solidarités. C'est surtout Matignon qui a la main sur ce projet de réforme aujourd'hui. Donc pour vous, ça ne change rien? Ça ne va pas changer grand-chose. Et puis vous avez les équipes techniques qui restent les mêmes, si vous voulez, autour de ce projet de réforme. Toujours est-il que nous allons enfin commencer à aborder les choses qui fâchent. Combien va coûter cette réforme et vous dites ça en souriant, oui, les choses qui fâchent. Oui, ouais. Pourquoi? Parce que... Vaut mieux en rire? Oui, parce qu'on ne peut pas être étonné de la situation d'aujourd'hui dans laquelle nous sommes. Le gouvernement, le premier, a affirmé qu'il voulait une réforme qui soit équilibrée. Et on a commencé par évoquer les sujets de nouveaux droits qui sont importants, hein, le minimum contributif, la pénibilité, la transition. Bref, c'est des éléments tellement importants pour avoir un vrai diagnostic et mettre en face des dépenses, les recettes dont nous aurons besoin, qu'il aurait fallu peut-être commencer par cela. Oui. Votre collègue du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, dit que ce calendrier n'est pas jouable. Le calendrier d'arriver à un vote déjà de l'Assemblée, on va dire avant l'été, et puis d'arriver justement à des propositions de la part des partenaires sociaux sur cette conférence de financement d'ici à la fin du mois d'avril. Que dites-vous, vous, à la CPME? On aurait pu commencer plus tôt. On aurait pu commencer plus tôt parce que dès juillet 2019... On a perdu beaucoup de temps? Mais bien sûr, parce que quand Jean-Paul Delevoye, finalement, donne la version de l'exécutif par rapport à cette réforme des retraites, en mettant un plafond à 120 000 euros de retraite universelle, on aurait pu, dès ce moment-là, dès début septembre, se mettre au travail sur, effectivement, une conférence de financement. Vous connaissez après le chemin que nous connaissons les uns les autres. Vous avez, effectivement, un calendrier un petit peu bizarre, parce que l'Assemblée nationale est en train de statuer sur des éléments qu'elle ne possède pas, que nous devons finalement lui produire si nous y arrivons. Alors, d'ici la fin du mois de mars, quand même, normalement, nous devrions avoir au moins clôturé cette partie financement, puisque début avril, nous avons une plénière au niveau de Matignon. Ce qui veut dire que d'ici fin avril, après, ça va être les échanges en bilatéraux. Là, on parle de la conférence de financement. Voilà, la conférence de financement. Mais c'est une partie intrinsèque, le financement de cette réforme des retraites. Donc, vous avez d'un côté un calendrier parlementaire qui avance à grands pas. Vous avez de l'autre côté une conférence de financement qui vient percuter le calendrier parlementaire. Finalement, vous avez deux lignes parallèles qui avancent dans un profond brouillard avant de savoir effectivement ce que nous devons statuer. C'est un peu compliqué cette affaire. Et pourtant, comme je vous le dis, dès juillet 2019, nous aurions pu entamer ces travaux. Donc là, le gouvernement met la charrue avant les bœufs, c'est ça? Ça dénote quoi de la part du gouvernement? Ça dénote que de toute façon, une telle réforme, et je l'avais dit dès le mois de juillet, on peut difficilement débrancher une réforme comme celle des retraites d'un calendrier politique. Voilà. Et que vous avez en ligne de mire les municipales, le gouvernement veut atterrir sur cette réforme avant les municipales. Ça sera, ou enjamber les municipales, donc ça sera un petit peu compliqué pour nous tous. Ce qu'il faut regarder, c'est traiter les choses à froid, d'une façon pragmatique, parce que ce sujet est quand même ultra important pour l'ensemble des actifs, l'ensemble des Français. L'échéance des municipales,
complique votre tâche, vous, partenaires sociaux, qui êtes amenés justement à trouver des solutions d'ici au mois d'avril? Il complique la tâche plutôt du Parlement, si vous voulez. Mais nos tâches sont liées, comme je vous le dis. C'est-à-dire que le Parlement va attendre l'atterrissage de la conférence de financement, hein, et puis nous, derrière, nous voudrions pouvoir suivre le chemin parlementaire, comme nous le faisons habituellement sur toute réforme, où nous pouvons encore agir à travers des amendements ou autres, et là, bien, tout est percuté. Déséquilibre du régime des retraites. Il y a cette conférence de financement justement pour trouver un équilibre. Laurent Berger de la CFDT demande un chiffrage précis de ce déséquilibre. Là, le gouvernement avance le chiffre de 113 milliards de déficit cumulé d'ici à 2030. Oui. Ce chiffre, selon vous, il est crédible? C'est crédible. Il est à la louche. C'est au moins ça. Ouais. Alors, il est à la louche, pourquoi? Parce qu'évidemment, on n'a pas décidé de ce qu'on allait faire de ce futur régime. Donc là, effectivement, c'est à la louche. Mais une chose est sûre, c'est quand bien même cette réforme actuelle n'aboutirait pas, il faudrait très rapidement se mettre autour de la table entre partenaires sociaux, ne serait-ce que pour équilibrer le régime actuel, l'Agirc-Arrco, puisque nous savons qu'à partir de 2024, on va basculer dans le rouge. Or, si nous ne faisons rien, avec l'évolution démographique que nous allons connaître entre le nombre d'actifs futurs et le nombre de retraités futurs, eh bien, ça coince. Donc, de toute façon, les faits seront toujours plus, on va dire, importants que les idées. Il faut bien évidemment trouver ces fameuses mesures d'équilibre, déjà pour le régime actuel. Et c'est ce dont il s'agit pour la conférence de financement. Là, vous me parlez des complémentaires, mais on parle du régime de base. Bien sûr. 12 milliards d'ici à 2027. Comment est-ce qu'on peut les trouver ? Alors c'est là où ça commence, l'exercice devient très compliqué. La vraie mesure, et c'est pratiquement la seule qui permet d'être vraiment puissante pour assurer un équilibre, c'est de retarder collectivement l'âge de départ en retraite. Collectivement. Collectivement. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Certains régimes spéciaux ne seront jamais soumis voilà, à ce genre de choses. Quand je dis collectivement, c'est-à-dire que globalement, il faut augmenter la durée de vie au travail des Français. Ça veut dire qu'au sein de cette collectivité, vous en aurez qui continueraient bien sûr à partir un peu plus tôt. Vous avez les grandes missions régaliennes de l'État, l'armée entre autres. Et puis vous avez ces fameux régimes spéciaux qui vont bénéficier d'une transition beaucoup plus longue que les salariés du privé ou les professions libérales ou indépendantes. Donc l'universalité est impossible d'un régime de retraite. L'universalité de ce régime, c'est une universalité de façade. Parce que derrière, j'aime mieux vous dire qu'il y a une espèce de système extrêmement complexe, je dirais presque un bidouillage, pour faire en sorte d'afficher une universalité de façade. Ça sera universel, oui, dans 35 ans. Donc vous, à la CPME, vous proposez simplement de retarder l'âge de départ à la retraite? C'est la mesure qui sera la plus efficace. Collectivement, mais quand même au cas par cas, parce que vous me dites, et ça va être le cas, il va toujours y avoir des métiers très particuliers qui demanderont, c'est là où on aborde sont liés le sujet, à la pénibilité, et qui demanderont un retard, un départ plus tôt. Bien sûr, mais c'est là où vous ajoutez effectivement à cette question collective des questions tout à fait concrètes, où quand vous avez des métiers qui physiquement sont plus exposés que d'autres, c'est difficile d'arriver à 64 ans et de conserver ce métier. Il faudra bien évidemment, mais comme ça existe déjà aujourd'hui, traiter en amont ces métiers qui physiquement sont plus exposés que d'autres, pour qu'ils puissent bénéficier peut-être un départ anticipé à la retraite, comme pour le dispositif des carrières longues qui existe déjà aujourd'hui, mais globalement, sur l'ensemble des actifs, il faudra bien sûr avoir une durée de travail plus longue que celle que nous connaissons aujourd'hui. Et, entre nous, est-ce si grave que ça? Si nous nous comparons par rapport à l'ensemble des pays qui nous entourent, très proches de nous, eh bien nous allons encore rester l'un des pays en Europe qui part le plus tôt en retraite par rapport au nombre d'heures travaillées par an. Alors, l'âge légal, c'est 62, mais effectivement, les gens partent plutôt proches de 64 ans, finalement. Oui, et puis savez-vous que déjà, c'est enclenché, puisque l'âge moyen de départ en retraite aujourd'hui dans notre pays se rapproche des 63 ans par rapport aux 62 ans, déjà. Donc, ça veut dire que ça se rapprochait de 64 ans, d'où l'argument d'un âge pivot à 64 ans par le gouvernement. Oui, non? voilà. Ouais. Alors nous avions dit, de toute façon, il y a une sorte de péché originel dans cette réforme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le président de la République n'a pas voulu parler d'âge légal, de report de l'âge légal de départ en retraite, eh bien, on peut s'imaginer que ça ne changera pas. Or, ça sera obligé de changer. Nous devrons travailler plus longtemps. Donc l'âge idéal, c'est quoi pour vous? L'âge idéal, c'est l'âge à laquelle, d'abord, vous êtes encore content d'être au travail. Puisque à travers... Ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes, on est bien d'accord. C'est-à-dire que ça dépend des métiers. Ça dépend des métiers. De l'état de santé, c'est vrai. Très important. Voilà, ça dépend de tout cela. Mais si vous voulez, nous avions annoncé la couleur dès le départ. Nous avions dit qu'il faudrait décaler l'âge légal de départ en retraite à 63 ans pour tout le monde, et à partir de là, faire des mesures incitatives pour garder son travail, avant de basculer dans le régime de retraite. Donc c'est ce que vous allez réitérer comme proposition. Avant même le début, là, vous avez déjà votre solution. Finalement, cette conférence, pour vous, qu'est-ce qu'elle va vous apporter?
Votre position va évoluer ou notre position elle est arrêtée? Notre position est arrêtée déjà. Ouais. C'est-à-dire que nous avions tout le temps dit qu'il fallait reculer l'âge légal de départ en retraite, premièrement. Deuxièmement, surtout pas, n'utilisons pas les solutions faciles d'augmenter les prélèvements, que ce soit pour les salariés ou pour les entreprises, pour des raisons tout à fait aussi concrètes. Il ne faudrait pas refiler la patate chaude aux générations montantes. C'est un régime par répartition, intergénérationnel. Ce ne sont pas, entre guillemets, tout le temps les actifs qui doivent supporter à eux seuls un départ anticipé aux retraites des aînés. Donc nous considérons que là-dessus, il faut faire très attention. Et puis il y a la compétitivité des entreprises aussi qui se joue à travers cela. Le calcul du point, le futur calcul du point, ou le calcul du futur point, vous y comprenez quelque chose? J'avais Gilles Carrez là, qui était assis à votre place tout à l'heure, le député LR. Il me dit, mais j'y comprends rien. Comment est-ce qu'on peut fixer un chiffre de rentabilité du point à 5,5%? Alors, on a les grands principes dans ce projet de réforme. D'abord, les points acquis ne pourront pas être, d'une façon rétroactive, diminués. C'est-à-dire que quand vous aurez votre valeur du point... Vous y croyez à ça? Écoutez, la valeur du point ne baissera jamais, promet le gouvernement? Elle ne baissera pas sur ce qui a été acquis. C'est-à-dire qu'on ne reviendra pas sur les années antérieures. Ça, oui, j'y crois. Par contre, ça ne veut pas dire que la valeur du point à venir, elle, ne bougera pas. Et de toute façon, elle risque de bouger. Pourquoi? Parce donc, possiblement de baisser. C'est une des variables utiles pour amortir une démographie plus ou moins favorable. C'est-à-dire que si vous avez une démographie qui fait que vous allez avoir plus d'actifs demain par rapport au nombre de retraités, vous pourrez augmenter mécaniquement la valeur du point et avoir une retraite plus importante. Si c'est l'inverse, il faudra baisser la valeur du point. Et c'est quoi l'autre paramètre à ce moment-là? C'est de travailler un peu plus longtemps. Donc la baisse de la valeur du point, d'après vous, ça pourra arriver. C'est quelque chose qui est inévitable. Il est prévu. Compte tenu de la conjoncture, compte tenu de l'état de la démographie. Bien sûr, il est prévu. Promettre ça, que ça ne baisse pas, c'est quoi? C'est irresponsable? C'est illusoire? C'est quoi? D'abord, je ne sais pas si grand monde va le croire déjà, ce genre de promesse. Voilà. Donc, bien sûr, c'est mentir. Pourquoi? Parce que le monde bouge, notre environnement bouge, voilà, les hommes bougent. Voilà. On peut avoir un taux de fécondité beaucoup plus important demain que nous l'avons aujourd'hui, ou l'inverse. Et là, d'un seul coup, ça fait bouger tous les paramètres. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Soit, si vous voulez continuer à avoir un régime équilibré, et ça, par contre, c'est un paramètre qui est incontournable. Pourquoi? Parce que si on n'a pas un régime de retraite équilibré, eh bien, à terme, effectivement, on ne pourra pas verser les pensions qu'on a promises. Ça, c'est important. Donc, on ne doit pas se mentir. Donc, une fois que vous savez ça, si vous voulez garder un régime équilibré, les paramètres qui vous restent, eh bien, c'est le montant des pensions et la durée du temps de travail. Si vous ne voulez pas bouger le montant des pensions, il faut augmenter la durée du travail. Vous parliez tout à l'heure des retraites complémentaires. Agir Carco, c'est un système par points. Oui. Comment est-ce que ça se passe déjà, justement? Comment est-ce qu'il est fixé Eh bien, en 2015... C'est plus transparent que ce que nous promet le gouvernement? C'est extrêmement transparent. Et ça marche? Et ça fonctionne, et ça fonctionne, et ça fonctionne, puisque la dernière négociation, il y a moins de 2 ans, lorsque nous sommes retrouvés autour de la table avec les partenaires sociaux, on savait que... C'est les partenaires sociaux qui gèrent ça. Exactement, et nous n'avons pas le droit de nous endetter, et nous n'avons pas la garantie de l'État. Donc là, c'est la disposition pas de bras, pas de chocolat. Il faut se mettre d'accord, sinon nous étions obligés de baisser le niveau des pensions. Nous ne voulions pas, aussi bien dans le camp salarié que dans le camp patronal, baisser les pensions. Résultat, nous avons mis en place une mesure d'âge, comme par hasard. Et comment est décidée la valeur du point, alors? Eh bien, la valeur du point, elle est décidée d'une façon tout à fait concrète, en fonction justement de l'évolution démographique du régime. On sait calculer dans les années qui viennent quels seront les grands équilibres ou déséquilibres. Et à partir de ce moment-là, on dit, écoutez, si on baisse la valeur du point, il faut travailler X trimestres en plus dans le système actuel pour pouvoir garder une pension au niveau qu'on a aujourd'hui, sans la baisser. C'est tout à fait mécanique. Donc la variable d'ajustement, c'est l'âge, pour ne pas baisser justement la valeur du point. Voilà. Ou alors, si les partenaires sociaux... On va avoir le beurre, l'argent du beurre, quoi. Exactement. Ou alors, les partenaires sociaux auraient très bien pu décider de baisser le niveau des pensions si on voulait continuer à partir au même âge. Voilà, c'est pas le choix qui a été fait. Dans le futur système, ne craignez-vous pas, vous, partenaires sociaux, d'être un petit peu exclus de la gouvernance, justement, du futur système de Alors, retraite? Vous soulignez un point extrêmement sensible, surtout pour nous à la CPME, c'est-à-dire que là, on s'oriente vers un tripartisme parfait entre syndicats, patronat et puis exécutif à travers l'Assemblée nationale. Nous aurions aimé, en ce qui nous concerne, garder vraiment le paritarisme avec, je dirais, son plus haut niveau d'exigence tel que nous le connaissons au niveau de l'Agir Carco. Faire en sorte que les partenaires sociaux gèrent une caisse complémentaire obligatoire en responsabilité et en indépendance type Agir Carco. Système universel plafonné à 40 000 €. Au-delà, on gardait 3 grandes caisses indépendantes, profession libérale et travailleurs non salariés, indépendants, les salariés et puis fonctionnaires et assimilés. Et là, j'aime mieux vous dire, on ne serait pas dans la situation actuelle.
Toute autre chose, François Asselin, on va parler de la féminisation Oui. des conseils d'administration des entreprises. Il y a des quotas qui se profilent, des quotas qui pourraient être assez stricts. Le MEDEF, lui, demande des quotas qui seraient laissés à l'appréciation des entreprises. Qu'est-ce que vous pensez de cette notion de quotas qui risque d'arriver dans la loi, hein? Il y a un projet de loi là qui est prévu pour le mois prochain. Oui, alors après, tout dépend de quoi parle-t-on comme taille et type Voilà. d'entreprise. Ouais. Hein. Moi, vous savez, je suis à la tête d'une entreprise familiale, c'est la famille qui est actionnaire. Mm. Si mes parents ont fait plus de garçons que de filles, franchement, j'y suis pas pour grand-chose. Hein, donc si demain, vous devez ouvrir le conseil d'administration d'entreprise familiale et aller chercher des petites cousines parce qu'elles sont femmes, franchement, c'est pas très, c'est pas très cohérent Donc vous par ne vous rapport à sentez tout pas ça. concerné, vous, ces PME, on ne peut pas vous imposer des règles. Alors moi, je me sens concerné Ouais. en tant qu'employeur dans ma propre entreprise pour évidemment faire en sorte qu'on arrive, entre guillemets, à équilibrer la féminisation dans les postes clés de l'entreprise. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs très récemment à la CPME, puisque vous avez autant de vice-présidences femmes que hommes à la CPME. 6 et 6. Et 30% de femmes sont présentes maintenant dans les plus hautes instances au conseil exécutif, au comité exécutif de la CPME. Au niveau de l'actionnariat des entreprises, vous avez les grands groupes, où là, effectivement, c'est un conseil d'administration qui sont cotés. Voilà. Et là, Et qui il se y a doivent des de respecter leviers, cette, il y a des leviers pour la cette équité. féminisation que, très honnêtement, vous n'avez pas dans les petites entreprises, surtout d'autant plus quand elles sont patrimoniales. Très bien, François Asselin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, président de la CPME. À très bientôt. Merci.